Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de notre podcast Au fil du barreau, une initiative portée par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. Pourquoi un podcast ? Parce que le droit, la justice et la profession d'avocat, ce sont d'abord des voix, des engagements, des parcours humains. À travers chaque série, on vous ouvre les portes du barreau de Lille, ses actions, ses valeurs, ses visages. Interviews, témoignages, actualités juridiques, un format vivant et accessible pour tout étudiant, justiciable, entreprise ou curieux. Alors installez-vous, on vous amène aujourd'hui dans l'univers des mardes en droit administratif avec Monsieur Benoît Guével, président du tribunal administratif de Lille. Bonjour Monsieur le Président. Pouvez-vous vous présenter en quelques secondes ? Oui, bonjour madame, bonjour maître. Donc je suis Benoît Guével, je suis magistrat administratif depuis 2002, après avoir exercé des fonctions de juriste dans le domaine de l'environnement. Donc je suis magistrat depuis ma sortie de l'ENA, sachant que j'ai une double formation de haut fonctionnaire, donc acquise à l'ENA et à Sciences Po Paris, mais aussi de juriste, puisque j'ai 2 DEA, on dirait aujourd'hui de Master 2. Et donc j'ai commencé mes fonctions de magistrat au tribunal administratif de Toulouse, puis en appel comme président assesseur à la cour administrative d'appel de Versailles. J'ai ensuite été premier vice-président au tribunal administratif de Melun, puis ensuite président du tribunal administratif d'Orléans, et je suis président du tribunal administratif de Lille depuis le 1er novembre 2025. J'ai effectué ce qu'on appelle une mobilité statutaire en qualité de diplomate comme adjoint et conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassadeur au Paraguay, enfin l'ambassade de France au Paraguay. Et donc là, me voici devant vous ce jour pour parler médiation. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, je vais laisser la parole à maître Olivier Maricourt, avocat au barreau de Lille, pour poser les questions et membre du Conseil de l'Ordre. Maître Maricourt. Bonjour Monsieur le Président, bienvenue dans la capitale des Flandres. Une question peut-être un peu universitaire. En quoi les mardes devant le tribunal administratif améliorent-elles l'état de droit ? Alors, de mon point de vue, les mardes participent de la construction, de l'édification, du renforcement de l'état de droit. J'en suis convaincu, à côté du contentieux classique et de la procédure dite juridictionnelle, donc la phase de jugement devant un tribunal, parce que elles offrent une alternative justement aux justiciables, qui peut très bien préférer la médiation, qui est un processus structuré qui permet aux parties de converger elles-mêmes grâce à l'aide d'un médiateur et de leurs avocats vers une solution raisonnée, raisonnable, concertée, peut-être de type win-win, alors qu'évidemment le procès a un caractère un peu brutal, binaire, si je puis dire, manichéen, puisqu'il dégage un vainqueur et il dégage un perdant. Et donc pour moi, dans une société fracturée, dans un monde du travail, je pense à la fonction publique, traversée par des tensions, et ben la médiation peut être un mode justement d'apaisement social beaucoup plus efficace que la voie contentieuse classique. Alors pourquoi ? De mon point de vue, il y a deux atouts considérables à la médiation. Alors souvent on la présente comme un mode qui permet d'aller plus vite, qui permet peut-être d'avoir une solution moins chère que le procès. Ça reste à relativiser. Parfois la médiation est longue parce qu'elle suppose une maturation, un mûrissement des convictions. Mais moi j'y vois 2 avantages considérables. La médiation permet de restaurer le dialogue, souvent entre des parties ou des protagonistes qui sont opposés dans le cadre d'un contentieux. Ça, pour moi, c'est fondamental et on pourra peut-être développer le sujet. Et le second avantage, c'est que ça permet aussi de responsabiliser peut-être davantage les parties qui, au lieu de s'en remettre à la sagesse du juge, s'engagent, s'impliquent dans un processus de médiation dont ils sont les acteurs, aux côtés du médiateur et de leurs avocats, pour cheminer ensemble vers une solution justement concertée. Mais alors, l'administration, qui dispose de prérogatives de puissance publique, quel intérêt elle aurait à répondre à l'invitation du juge administratif de s'engager dans un processus de médiation ? L'administration peut y avoir intérêt dans plusieurs hypothèses, notamment dans l'hypothèse où elle pense que sa solution ou sa décision administrative est fragile, et puis surtout, justement, ça lui permet de concourir avec tous les partenaires de justice, que sont
les avocats, les médiateurs et les juges, justement peut-être à l'apaisement des tensions sociales. Et donc elle peut y avoir tout à fait intérêt, me semble-t-il, dans le cadre d'une ouverture aussi de l'administration, peut-être moins verticale, moins affirmative, et donc plus consensuelle. Vous avez évoqué la fonction publique. Est-ce qu'il y a des domaines qui seraient favorables à la médiation et d'autres qui seraient plus difficiles, voire pas du tout adaptés? Alors, chemin faisant, avec l'expérience, on s'aperçoit que initialement, on pensait qu'il y avait deux domaines de prédilection pour la médiation. Le domaine des contrats et marchés publics, sachant qu'il y a des commissions préalables souvent, ou la fonction publique, par analogie avec le contentieux prud'homal, où on sent que c'est des domaines effectivement où la relation interpersonnelle étant dégradée, la médiation peut trouver favorablement sa place. Mais avec l'expérience, donc je répète, on s'aperçoit que tous les domaines du contentieux administratif sont potentiellement éligibles. Alors c'est du cas par cas, il ne faut pas systématiser, mais on s'aperçoit que dès lors qu'une requête semble inspirée, pas seulement par des considérations juridiques, mais justement une dégradation de la relation interpersonnelle, eh bien c'est une matière ou une requête qui est propice à une médiation. En tout cas, ça vaut le coup de la proposer. Donc je dirais qu'aujourd'hui, même les domaines de pure légalité, je pense à l'urbanisme, je pense à la police du stationnement, peuvent donner lieu à des médiations. Il y a des exemples de réussite en matière d'urbanisme où on arrive à faire déplacer une fenêtre d'un voisin avec une traduction évidemment réglementaire qui est le permis de construire modificatif. Mais donc aucun domaine, et ça c'est quand même une aubaine, aucun domaine ne semble fermé à une médiation potentielle. Parfois, le justiciable souhaite avoir un jugement parce qu'il considère que c'est très important pour lui et ce sera un gage de garantie d'exécution de la décision. Est-ce qu'il peut en attendre autant d'un protocole de médiation? Tout à fait. Alors la médiation peut d'ailleurs donner lieu, alors tout dépend du domaine, mais à une transaction. Mais la médiation en soi, elle peut trouver une issue favorable et se traduire par une sorte de transaction qui n'est pas nécessairement financière d'ailleurs. Et donc effectivement, ça a force de loi. Enfin, s'il y a une transaction, ça a force de loi, comme vous le savez, au sens du Code civil. Et donc, voilà. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a parfois effectivement une préférence pour le jugement. Alors, c'est le cas pour certains justiciables. C'est le cas aussi pour les comptables publics qui préfèrent parfois recevoir un jugement à exécuter qu'une transaction. Mais une transaction, c'est une loi, c'est la loi des parties. Et donc, une médiation peut... Alors, il y a plusieurs degrés de médiation, mais peut effectivement avoir tout à fait la force d'un jugement, en vérité. On va rentrer maintenant dans le processus un peu pratique. Est-ce qu'un justiciable... Pour terminer sur on peut d'ailleurs demander au juge d'homologuer une transaction, le cas échéant. Alors, on n'est pas tout à fait désireux d'en avoir trop, bien sûr, mais ça peut être aussi une solution pour les parties de demander l'homologation par le juge administratif d'une transaction qui aurait été conclue à l'issue d'un processus de médiation. Est-ce qui rassurerait toutes les parties? Qui peut rassurer effectivement toutes les parties et apporter un saut supplémentaire, si je puis dire, sur la solution. Si on entre maintenant dans les aspects pratiques, est-ce que le justiciable peut téléphoner au greffe et dire « je souhaiterais faire une médiation » Est-ce que c'est le juge qui impose une médiation? Est-ce qu'il y a des moments où la médiation peut intervenir? Comment ça se passe? Alors, le Code de justice administrative donc, prévoit la médiation. Alors, c'est récent, depuis une loi de 2016. Auparavant existait ce qu'on a appelé la conciliation, qui avait connu un succès modeste, il faut bien le dire. Et donc, la loi de 2016, qui est la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, donc, a créé la médiation administrative, avec un décret ensuite d'avril 2017. Et donc, pour nous, c'est tout à fait récent. Mais grâce au volontarisme du Conseil d'État, qui d'ailleurs fixe un objectif aux juridictions administratives de 1%, en tout cas pour les tribunaux administratifs, on doit réaliser à hauteur de 1% des requêtes entrantes un nombre de médiations. Donc pour nous, c'est 100 médiations pour l'année qui vient. Donc il y a deux dispositifs prévus par le Code de justice administrative, la médiation administrative à l'initiative des parties et la médiation administrative à l'initiative du juge. Dans les faits,
la médiation à l'initiative des parties est relativement faible, marginale, pour la raison qu'évoquent souvent les avocats, qu'ils préfèrent que ce soit le juge qui la propose, parce que ils ont l'impression que ça peut être davantage convaincant pour les parties. Et puis donc cette médiation à l'initiative des juges, qui en fait est la médiation très majoritaire en fait. Alors comment ça se passe ? Alors effectivement, un justiciable peut très bien solliciter du tribunal qui propose une médiation. Alors idéalement par écrit, plus que par téléphone. Hein. On a la culture de l'écrit, donc voilà, via par exemple télérecours citoyen, hein, qui est un outil qui est possible, qui est accessible aux citoyens. Ça peut être évidemment par l'intermédiaire du conseil, hein, de l'avocat, qui peut lui aussi solliciter du tribunal de mobiliser donc un médiateur dans le cadre, enfin l'initiative donc, du juge. Alors comment ça se passe ? Alors pour nous, hein, de notre côté, quand on provoque l'initiative, je dirais qu'on essaie de voir. Alors ça dépend des tribunaux, mais ça peut être à l'enregistrement de la requête, ça peut être à la réception du mémoire en défense, que les présidentes ou présidents de chambre, mais ça peut être aussi évidemment les rapporteurs qui alertent leur président de chambre de ce qu'une requête semble fleurer bon la médiation, parce que justement, alors moi le critère de détection, alors ça demande un peu d'expérience, c'est justement lorsqu'on sent que la requête est gouvernée par une problématique plus personnelle ou interpersonnelle que juridique, ou un peu les deux, et que finalement la requête elle a peut-être été faite à raison justement de la dégradation des relations, à raison peut-être de l'amertume ou de la colère, et donc alors, ça peut notamment les contentieux de fonction publique, mais pas seulement. Et donc là, on sent que ça peut être un terrain propice à la médiation. Mais vous voyez, c'est très empirique, hein, c'est du cas par cas. Encore une fois, c'est... oui. Si je peux me permettre, il y a aussi des cas où l'une des parties sollicite l'organisation d'une médiation. Et nous cherchons à rebondir sur cette initiative pour proposer aux autres parties d'entrer dans la médiation. Et ça permet ainsi de capitaliser sur déjà l'accord d'une partie, ce qui est déjà un bon signe pour l'éventualité de l'engagement d'une médiation. Et alors, une médiation dure combien de temps ? Et est-ce que le médiateur est un juge ? Non. Alors, sur la durée de la médiation, c'est très variable. C'est, pour moi, toujours un peu long, ou trop long, je ne sais pas. Mais c'est parce que, je le disais au début de l'intervention, souvent ça demande effectivement une maturation, une acculturation. En fait, la médiation, c'est d'abord un problème culturel. C'est très culturel. Il faut convaincre plein de personnes. Sur l'intérêt général de la médiation, il faut convaincre d'abord les magistrats, il faut convaincre les avocats, convaincre les justiciables. Et peut-être que cette acculturation, elle demande un peu de temps déjà, ça c'est de manière générale. Et au cas par cas, évidemment, sur chaque médiation, il faut mettre en place c'est un processus, hein, dit le texte, et donc ce processus suppose un cheminement, plusieurs réunions, donc à la faveur de la médiation. Et donc, c'est difficile de vous dire, mais pour moi, c'est toujours un peu long. Ça peut être presque aussi long que le procès, mais peut-être avec des résultats supérieurs, et ça permet peut-être justement, non seulement de régler un problème ponctuel, mais aussi de prévenir ce que j'appelle la récidive du contentieux, parce que la médiation, je crois que je le disais l'autre fois lors du CDAD, ça permet aussi parfois de mettre à plat toute une problématique, parfois de rassembler plusieurs contentieux qui sont épars, soit devant le même tribunal, soit devant plusieurs juridictions. Et donc, vous voyez, de faire œuvre de médiation globale sur une problématique qui intéresse les parties, et donc de prévenir, encore une fois, le renouvellement, la réitération du contentieux. Alors, comment ça se passe ? Une fois effectivement que, soit de notre initiative, soit l'initiative effectivement d'une des parties, une médiation est envisagée, eh bien on va s'évertuer, grâce au travail du greffe, qui est remarquable en la matière, à recueillir l'accord des parties. Lorsque l'accord
est obtenu, effectivement, on va désigner un médiateur qui peut être une personne physique, un médiateur indépendant, comme vous, maître, soit un membre, soit une association. Hein. Donc ici, il y a le Centre de médiation Hauts-de-France, il y a Nord Médiation, il y a la Carène, je crois, hein. Oui. Sans doute d'autres. Hein. Je prétends pas être exhaustif. Et donc, voilà. Et le code précise que le médiateur, effectivement, doit être à la fois compétent, indépendant et diligent. Et on a une liste de médiateurs que l'on sollicite, dont on sollicite le concours. Pour l'instant, il y a un référentiel du médiateur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'agrément. Voilà. Mais en général, les médiateurs que nous mobilisons sont des médiateurs formés, comme vous, à l'IFOMEN ou à d'autres. Il y a des DU universitaires, par exemple à Tours. Il y a aussi la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Enfin, il y a beaucoup de formations qui permettent de se former. Lors d'un processus, lors d'une réunion de médiation, pendant ce processus, si par exemple un justiciable fait une confidence au médiateur, est-ce que le médiateur doit tout vous rapporter et tout vous raconter? Non, le processus est confidentiel. Donc le médiateur doit assurer la confidentialité des échanges qui ont lieu lors de la médiation, lors de différentes phases de la médiation. Donc effectivement, c'est important, vous avez raison. Hein. Donc le médiateur doit assurer les parties de sa compétence, de son indépendance, de sa diligence, mais aussi de la confidentialité, effectivement, de ce qui se dit lors de la médiation. Il y a combien de processus de médiation au tribunal administratif de Lille? Alors, moi j'ai un petit tableau. Alors, il y a plusieurs chiffres. Hein. Alors, pour vous donner, par exemple, alors je ne sais pas si vous voulez 2024, mais en 2024, il y a eu 152 dossiers dans lesquels on a proposé une médiation aux parties. On en a enregistré 45, donc presque 30%. Et en 2025, la situation est arrêtée fin octobre. Hein. Il y a eu 183 propositions, 41 médiations enregistrées, et donc un pourcentage de 22%. Donc vous voyez, on a pour l'instant un succès mitigé, c'est perfectible. Nos demandes reçoivent que partiellement satisfaction, on agrée que partiellement les parties. Quoi. Pour quelle raison? C'est un problème de culture, c'est un problème de logistique qui est lourd à assurer. Qui faut-il convaincre? Là, tout le monde, hein, je crois que pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est d'abord un problème culturel. Puis après, il y a peut-être des questions de positionnement des uns et des autres. Il y a peut-être aussi relative crainte des parties de s'engager dans un processus qui les responsabilise, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein, c'est accepter le dialogue, et donc il faut un certain courage pour accepter le dialogue, et puis accepter d'être responsabilisé et ne pas s'en remettre effectivement à un tribunal. C'est difficile d'expliquer, on n'a pas forcément on n'a jamais de motivation quand le refus nous est opposé. Mais pourtant, ça paraît contradictoire, parce que là, le justiciable peut vraiment prendre à bras-le-corps l'issue de son litige, et puis il est véritablement acteur de ce qui va se passer, de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, de jusqu'où il veut aller. Alors que s'il s'en remet à un juge, il y a un aléa sur lequel... Vous avez raison, le procès il est binaire, je le disais tout à l'heure, maïdicéen, et en même temps très aléatoire. Et en urbanisme, on peut avoir un projet de construction désagréable, mais qui est tout à fait conforme au PLU, par exemple. Et donc, effectivement, le processus de médiation permet, dans l'absolu, d'obtenir quelque chose que le tribunal ne pourrait pas nécessairement accorder au requérant. Mais c'est difficile. Enfin, moi, je n'ai pas d'explication définitive sur ça, mais c'est un problème culturel. C'est peut-être aussi la crainte ou la méconnaissance. Aussi, la médiation, c'est peut-être pas suffisamment ancré, enfin les mardes de manière générale sont peut-être pas suffisamment ancrées dans la culture française, qui est une culture très conflictuelle en vérité. Enfin, il y a une conflictualité historique, voilà, qui est peut-être. Enfin, encore une fois, je dis ça avec beaucoup de modestie. Hein, je ne prétends pas donner des clés, mais peut-être que Jean-Michel a plus. Sans prétendre avoir des clés, le président Guével parlait tout à l'heure de l'art de détecter les dossiers susceptibles de médiation.
Alors, c'est un art assez difficile, avec une part de subjectivité, où on est parfois un peu déçu de voir qu'une médiation n'aboutit pas, alors que nous avions estimé que l'écart entre les prétentions respectives des parties n'était pas si important. Et en pratique, cet écart peut s'avérer plus important. Je pense par exemple au contentieux de la responsabilité hospitalière, où souvent on se dit, du moment que le centre hospitalier défendeur admet le principe de sa responsabilité, on a peut-être une chance de voir un accord. Et en réalité, les prétentions respectives, c'est-à-dire en fait les sommes attendues de la médiation en termes de réparation du préjudice sont parfois trop importantes au regard de ce que le centre hospitalier et son assureur derrière est prêt à admettre. Donc ça peut être une des clés de l'échec de la médiation, c'est l'écart entre les positions des parties, l'écart initial, oui, c'est ça. Qui peut être difficile de combler. Alors que légalement, devant le tribunal administratif, le justiciable n'obtiendrait peut-être pas plus que s'il avait été en médiation, où il y a une capacité de dialogue et de discussion qui est beaucoup plus ouverte que, comme vous le disiez, une procédure binaire et une jurisprudence qui peut être parfois assez aléatoire ou au contraire très fixée. Donc là, ça retire pour le justiciable une possibilité d'action, un levier d'action. Bien sûr. J'ai un exemple de fonction publique où, justement, alors pour revenir à la célérité de la médiation, la personne a accepté finalement une médiation et, à la faveur de laquelle elle a obtenu peut-être une indemnisation inférieure à ce qu'elle aurait pu espérer devant le juge, mais elle a gagné en célérité. Et donc elle avait accepté finalement d'obtenir moins sur le plan indemnitaire, mais plus vite en fait, parce que là ça avait été une médiation qui avait été plus rapide que peut-être le temps du procès. Et donc là, vous voyez, c'était un arbitrage que la personne avait réalisé en disant j'ai peut-être moins, mais c'est réglé plus rapidement et je tourne la page. Et donc je gagne en quiétude, voilà, parce que évidemment, lorsque les personnes attendent le moment du procès, évidemment, c'est souvent l'affaire de leur vie. Hein, et donc, voilà, imaginez un peu les affres, les nuits blanches, que sais-je. Et donc, dans cette affaire, sur les bons conseils d'ailleurs de son avocate, la personne avait accepté de transiger à la fois sur le plan temporel et sur le plan indemnitaire, parce que ça allait plus vite pour le coup que le procès. Et ça lui permet d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Alors il faut encore beaucoup convaincre sur l'utilité des mardes. Pourtant, il y a des textes qui évoquent les mardes administratifs préalables obligatoires. Tout à fait. Alors qu'en est-il? Est-ce que ça a eu un effet booster ou là aussi c'est encore difficile à ce que ce soit mis en place, quand bien même c'est obligatoire? Alors sur le plan technique, ça fonctionne, c'est-à-dire que ça existe. Pour nous, c'est important puisque c'est l'exercice alors, ce qu'on peut appeler cette médiation préalable obligatoire et conditions de recevabilité de la requête. Alors ça existe alors, à titre expérimental depuis 2018, puis ça a été consacré par un décret 2022, donc dans certains champs du contentieux, les contentieux sociaux. Je pense au RSA, l'allocation de solidarité spécifique, radiation Pôle emploi. Dans certains contentieux de la fonction publique, enfin certains domaines du contentieux de la fonction publique territoriale, et puis pour les agents des rectorats d'académie. Donc ça existe. Après, sur le fonctionnement réel et l'efficacité, c'est plus difficile. Où ça marche bien, je vais prendre un exemple quand même intéressant, c'est celui de France Travail, puisque la médiation préalable obligatoire existe depuis 2008, hein, c'est des précurseurs un petit peu, et il y a des médiateurs régionaux. Donc ici, je crois qu'il y a M. Cyril Suquet, j'avais vu à Orléans il n'y a pas longtemps. Et là, ça fonctionne bien parce que le médiateur régional est hors hiérarchie, vous voyez. Donc il est situé, il relève du médiateur national. Et donc le fait d'être hors hiérarchie lui confère une vraie indépendance. Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai réexamen des situations qui sont soulevées dans les demandes de médiation préalable obligatoire. Donc, avec même une diffusion hors du champ de la médiation préalable obligatoire, dans le cas de France Travail. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont hors de ce champ, qui donnent lieu à des propositions de médiation,
et qui ont davantage de succès du fait qu'il existe donc ce médiateur déjà rompu à la médiation préalable obligatoire et qui est un médiateur institutionnel qui présente effectivement, comme le disait le président Guével, une garantie d'indépendance et également aussi, parce que c'est un aspect, une garantie de faible coût ou pas de coût du tout pour les parties. Tout à fait. Et donc effectivement, cette MPO, pour reprendre l'acronyme, effectivement, est mise en œuvre par des médiateurs dits institutionnels. Donc il y a les centres de gestion qui sont des interlocuteurs intéressants. Alors si on pouvait former un vœu, c'est qu'il y ait davantage de médiateurs institutionnels, notamment dans les collectivités territoriales. Je pense les grandes collectivités territoriales qui ont des effectifs nombreux et robustes. Et ça serait intéressant. Dans les régions, les départements, les grandes communes, c'est intéressant qu'il y ait des médiateurs institutionnels, mais à qui il faudrait effectivement octroyer les moyens nécessaires et sans doute l'indépendance, leur permettant de reconsidérer, j'aime bien ce terme, c'est les militaires qui l'utilisent, reconsidérer vraiment les décisions initiales et les situations, sans tomber dans le travers possible de confirmer tout bonnement la solution initiale, quoi. Vous avez parlé de vœux, et ce sera ma dernière question. Quels sont vos projets en matière de MARD et que pourriez-vous faire justement pour que ce processus soit davantage connu et davantage utilisé? Alors, on en parle déjà, donc c'est l'occasion de notre réunion de ce jour qui m'agrée tout à fait. Et donc, on va continuer d'ailleurs à échanger avec les médiateurs. On a une réunion bientôt avec Nord Médiation, avec Médiation Hauts-de-France, je crois. La Carène aussi. La Carène, donc je ne sais plus dans quel ordre, pardonnez l'absence de chronologie de mon propos, mais voilà, et donc d'abord travailler comme ça, ensuite continuer sans doute à prendre notre bâton pèlerin pour convaincre les grands élus de l'intérêt de la médiation. On va essayer aussi de communiquer davantage sur la médiation, mais vous voyez, on va y aller avec une politique de petits pas, comme disait Kissinger. Et puis, un vœu que j'avais d'ailleurs exprimé devant le CDAD, c'est peut-être d'avoir un espace médiation au tribunal, mais ça reste encore un projet à peine exploré et qui doit cheminer, mais voilà, trouver les modalités d'un espace médiation qui permettrait de faire davantage connaître la médiation et peut-être de faire rencontrer les médiateurs par les justiciables, quoi. Ça fait partie des projets, mais vous voyez, ça reste encore... je les avance avec prudence, puisque rien n'est construit encore. Dans tous les cas, le barreau sera heureux de vous accompagner sur ce projet-là. On compte sur vous. Et puis, en tout cas, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-président. Je vous en prie. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode au fil du barreau vous a plu. Encore un grand merci à Monsieur le Président Benoît Guével. Restez bien connectés pour ne pas louper le prochain épisode de notre podcast au fil du barreau. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à partager cet épisode. À très vite.